Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreuses ce soir. On est ravis de passer ce moment avec vous. Comme vous le savez, on a décidé de traiter du thème de la justice ce soir. Donc on va, au cours de cette conférence, tenter d'aborder cette thématique sous un angle psychosocial. On va vous présenter divers mécanismes, divers processus psychiques qui peuvent nous aider à un peu mieux comprendre le comportement humain au travers du contexte, en l'occurrence judiciaire. On a essayé aussi de réfléchir cette conférence de manière à ce que vous puissiez participer. Vous n'allez pas rester tranquillement à nous regarder. On a notamment prévu des animations auxquelles vous allez pouvoir donc participer. En fait, ce qu'on va vous proposer dès maintenant, c'est d'être les témoins. Vous savez, dans une procédure judiciaire, les témoins, ils ont un rôle fondamental, que ce soit au moment de l'enquête ou au moment du procès, du jugement. Et bien, ce soir, ça pourrait être vous, les témoins. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est de regarder une petite vidéo, dès maintenant, pour se mettre dans le bain. De regarder une petite vidéo de laquelle donc, vous allez être témoin. Elle est très rapide, ça dure une dizaine de secondes. On va vous demander donc de la regarder, puis ensuite, je vais vous poser une première question et je reviendrai plus tard dans la conférence pour vous poser une nouvelle question. Attention, je préviens quand même que cette vidéo va montrer un accident de voiture. Alors, on a évidemment essayé que cette vidéo soit la plus soft possible, mais si vous n'avez pas envie de regarder et vous n'avez pas envie de participer à cette animation, libre à vous de participer ou non. Je vous laisse avec la vidéo et je reviens juste après. Voilà, donc c'était la petite scène de laquelle vous êtes donc les témoins et maintenant je vais vous demander donc de témoigner. Alors je vous invite à prendre vos smartphones, pour ceux qui sont encore à l'époque du Nokia, je suis désolée, on n'a pas trouvé d'alternative, mais si vous pouvez donc prendre vos téléphones et scanner le QR code qui se trouve sur le programme au verso. Vous allez voir, vous allez donc tomber sur un site, on va vous proposer un site internet, donc je vous invite à cliquer dessus. Pour scanner le QR code, il suffit d'allumer son appareil photo et donc de scanner directement. On va vous proposer donc d'aller sur un site internet. Sur le site internet, on va vous demander de choisir un pseudonyme. Vous vous embêtez pas, de toute façon c'est anonyme. Donc vous pouvez mettre une lettre, un chiffre, peu importe. On va aussi vous demander d'accepter des conditions d'utilisation. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de les lire ensemble. Mais si vous voulez les accepter, c'est parfait. Et puis vous allez donc arriver sur une première question à laquelle je vais vous laisser répondre. Vous allez pouvoir valider ensuite votre réponse et surtout vous vous arrêtez là. Vous ne passez pas à la prochaine question. Le mieux, c'est qu'ensuite vous puissiez garder le site sur votre mobile. Vous ne quittez pas, comme ça quand on y reviendra plus tard, vous l'aurez directement en main, c'est l'idéal. Voilà, maintenant, je vais laisser la parole à Roman et Elio pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et je reviendrai plus tard. Merci beaucoup. Yes. Merci Marthe pour cette première introduction. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, il nous semblait important de nous présenter pour que vous sachiez qui vous parle et puis du point de vue de quelle discipline on regarde la justice aujourd'hui. On est donc 11 étudiants et étudiantes en Master 2 Ingénierie et Recherche psychosociale, Environnement et Insertion à l'Université de Bordeaux. Et certains me diraient, mais qu'est-ce que la psychologie sociale ? La psychologie sociale, c'est donc une branche de la psychologie qui vise à étudier le fonctionnement humain. Et cette compréhension des comportements humains, elle se fait toujours en prenant en compte l'environnement, donc le contexte autour de nous, et puis nos interactions avec autrui. C'est donc une science qui vise à comprendre ce fonctionnement humain et qui peut être mise en pratique concrètement pour répondre à des problématiques de terrain. Et cette mise en pratique, elle va être faite par la mise en place d'interventions qui vont accompagner les changements de comportement. Dans les 2 prochaines slides, on vous a mis les endroits où les structures dans lesquelles on fait nos stages cette année pour que vous puissiez vous rendre compte de à quel point la psychologie sociale peut poser un regard sur des sujets très différents.
Voilà, vous pouvez regarder. Et en fait, si nos structures sont si vastes, c'est tout simplement parce que la psychologie sociale s'intéresse à tout comportement dans tout contexte. Et du coup, on peut finalement poser un regard sur beaucoup de comportements. Dans les domaines phares de la psychologie sociale, on trouve la lutte contre les discriminations, l'environnement, l'insertion professionnelle, la culture, la santé, la justice, etc. Et justement, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler de la justice dans la psychologie sociale. Donc voilà, comme on vous l'a dit, la psychologie sociale, elle traite de domaines assez vastes et la justice en fait partie. Donc concrètement, on ne parlera pas de l'aspect moral ici de la justice, mais on se centrera essentiellement sur la justice en tant qu'institution qui applique le droit et qui exerce le pouvoir judiciaire. Et du coup, on peut se demander concrètement quel est le lien entre les deux. Avant tout, on voulait justement préciser certains petits points, notamment par rapport au fait qu'ici, on ne parlera pas de prévention de criminalité, de profilage, de criminologie ou encore de suivi psychologique du criminel ou de la victime. Ici, on est vraiment sur la psychologie sociale et sur le regard qu'elle peut apporter à la justice. Et justement, voilà, on ne sera pas là pour juger ce que fait la justice ou ce qui s'y passe. Donc voilà, concrètement, que fait la psychologie sociale dans la justice ? Elle peut s'intéresser au fonctionnement du système judiciaire, par rapport aux relations, par exemple, que les citoyens peuvent entretenir avec les membres du système judiciaire, ou encore elle peut analyser les processus de décision de justice, comme par exemple la qualité des décisions judiciaires, la fiabilité des témoignages et plein d'autres encore. Et enfin, voilà, pour resserrer un petit peu ces liens entre psychologie et justice, il faut savoir que, comme tout ce qui est fait dans ce monde, la justice a été élaborée par nous, les humains, en quelque sorte, voilà. Et que chaque jour, dans toutes les situations qu'on est amené à rencontrer, on élabore des jugements en fait, sur tout ce qui nous entoure. Ce jugement peut être influencé en fait, par notre environnement, que ce soit des personnes, le contexte dans lequel on se trouve, les personnes, enfin, voilà, le langage, tous ces éléments peuvent nous influencer. Parfois, il arrive que ces jugements soient bons ou moins bons. C'est ce qu'on parle en fait de biais du jugement. Et donc, au programme ce soir, donc en suivant le fil rouge de l'enquête jusqu'au procès, on va s'intéresser dans une première partie aux biais et aux processus qu'on peut trouver dans l'enquête judiciaire. Et dans une seconde partie, on va s'intéresser donc à ces biais et à ces processus dans la décision judiciaire. Et à la fin de cette deuxième partie, on aura le plaisir d'avoir une intervention de Maître Ophélie Berrier, qui est avocate à Bordeaux. À la fin de chaque partie, on prendra un petit temps pour que vous puissiez nous poser vos questions. Donc si jamais, pendant la présentation, il y a des éléments qui vous font réagir ou réfléchir, n'hésitez pas à les garder dans un coin de la tête pour qu'on puisse en parler ensemble par la suite. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Je vais laisser le micro à Alésia pour commencer à vous parler donc, des biais dans l'enquête judiciaire. Bonjour. Alors, pour commencer cette conférence, on voulait d'abord vous parler de la phase de l'enquête judiciaire. Et pour traiter de cette phase, on va aborder les différents acteurs qui interviennent du coup, durant la phase de l'enquête. On va du coup parler des enquêteurs et enquêtrices. Donc, une des missions que ces acteurs ont, c'est la détection du mensonge lors des témoignages. Donc, on va ici s'intéresser aux processus qui sont utilisés pour détecter le mensonge. Alors, on a souvent l'impression de savoir quand quelqu'un est en train de nous mentir. Par exemple, je vais commencer par vous faire participer. Ici, dans la salle, est-ce que vous pouvez me dire, vous, les signes que vous utilisez pour savoir si quelqu'un est en train de vous mentir ? Oui. Oui, quelqu'un d'autre a une idée ? Oui. Oui, aussi. Donc, on voit ici qu'on a certains signes qui nous donnent l'impression que quelqu'un est en train de nous mentir. Donc, on serait capable de le remarquer. Eh bien, en fait, des études montrent que finalement, nous serions plutôt mauvais pour détecter le mensonge. En fait, on aurait plutôt une chance sur 2 de le détecter. Et ça, c'est pas mieux que le hasard. Alors, pourquoi est-ce qu'on a l'impression de savoir quand quelqu'un est en train de nous mentir ? Eh bien, tout simplement parce que nous surestimons notre capacité à le détecter, parce que nous avons beaucoup de croyances sur les comportements qui sont associés au mensonge.
Et ça, ces croyances, vous les avez, je les ai aussi, mais les enquêteurs et enquêtrices les ont également. Pour détecter le mensonge, nous, on va se baser sur du non-verbal. Et en fait, le non-verbal, ça traduit plutôt une émotion, comme par exemple de la peur. Et en fait, une émotion, elle ne peut pas être significative de mensonge. En fait, elle peut être aussi retrouvée chez une personne qui dit la vérité, mais qui a peur de ne pas être crue. Et ça, c'est un processus qui est également retrouvé avec les détecteurs de mensonges, qui sont des machines qui enregistrent une activation physiologique via des capteurs. Et ces capteurs, ils vont donc détecter une modification de l'activation physiologique. Et cette modification, elle est interprétée comme du mensonge. Mais en réalité, là aussi, elle traduit plutôt un état émotionnel, un changement émotionnel qui peut être dû, par exemple, à du stress dû à la situation de témoignage, ou alors que le témoignage a fait ressurgir un souvenir, par exemple. Donc en fait, on voit ici qu'il n'existerait aucun signe qui serait unique et fiable à 100% pour détecter le mensonge chez quelqu'un. Alors, qu'est-ce que fait la psychologie sociale dans tout ça ? Eh bien, la psychologie sociale vient étudier les mécanismes qui sont associés au mensonge et vient nous donner des pistes pour pouvoir agir et prévenir le mensonge. Des études en psychologie sociale ont montré que mentir demande des efforts. En fait, c'est très coûteux pour nous de mentir. Comme toute action qui est coûteuse, qui est difficile à faire, il va nous être beaucoup plus difficile de faire une autre action en même temps. Et ça, c'est quelque chose que je vous propose de vous en rendre compte tout de suite ici, ensemble, par un petit jeu. Donc pour ça, je vais vous montrer une image de foule et vous allez devoir trouver Charlie, qui est ce petit bonhomme ici, dans la foule. Et en même temps que vous chercherez Charlie, je vais vous énoncer une équation mathématique que vous allez devoir résoudre mentalement. Alors, donc cherchez Charlie dans la foule et en même temps, donc l'opération est 24 plus 14, moins 34. Et le tout, vous le multipliez par 4. Bon, on va arrêter tout de suite. Donc, Charlie était juste ici. Et le résultat, c'était 16. Eh bien, en fait, chercher Charlie, c'est un petit peu comme mentir. Il va nous être beaucoup plus difficile de faire une autre action en même temps. Donc ça illustre bien le fait qu'il est difficile pour nous de faire deux choses complexes en même temps. Et c'est sur ça que vont se baser les psychologues sociaux pour donner des pistes d'action aux enquêteurs pour venir éviter que les personnes aient recours au mensonge. Donc, le but, ce serait de donner une autre tâche à faire à la personne qui témoigne pour ne pas qu'elle ait la capacité de recourir au mensonge. Donc, des tâches qui peuvent être utilisées, ce serait par exemple fixer le fait d'ajouter une contrainte. Donc, une contrainte, ça peut être demander à la personne qui est en train de témoigner de nous fixer dans les yeux, ou encore le fait qu'elle raconte l'histoire en partant de la fin et en remontant jusqu'au début. Une autre tâche à ajouter, ce serait d'encourager la personne à parler et se focaliser soit sur le fait de mentir, soit sur la nouvelle tâche qu'on lui a dit de faire. Et il serait très difficile pour elle de faire les deux en même temps. Et ces stratégies permettent donc de prévenir le recours au mensonge. Donc, des formations commencent à être données aux enquêteurs et enquêtrices pour les sensibiliser à la charge, au fait d'avoir plusieurs tâches à faire en même temps, à cette technique. Et ces stratégies ne sont quand même pas systématiques actuellement. Alors attention tout de même, il n'existe toujours aucun indicateur qui serait unique et fiable à 100% pour détecter le mensonge. Il faut quand même garder à l'esprit qu'il faut prendre en compte un maximum d'éléments autour et également l'influence du contexte. Donc nous venons de voir ici des stratégies qui pouvaient être utilisées pour prévenir en fait, le recours au mensonge. Maintenant, je vais laisser la place à Colline qui va vous parler des accusés avec un focus spécial sur les faux aveux. Bonjour à tous, donc je vais vous parler effectivement des accusés aujourd'hui.
Alors, je vous laisse imaginer qu'un braquage à main armée a été commis hier à Hôtel de Ville. Alors, vous n'avez pas de preuves vous accusant directement. Pour autant, il y a des indices et des témoignages qui laissent supposer, qui posent des charges contre vous. Est-ce que vous seriez prêt, dans cette situation, à avouer un crime que vous n'avez pas commis? Si c'est le cas, je vous invite à lever la main. Effectivement, personne dans l'auditoire n'est prêt à avouer un crime qu'il n'a pas commis. Et cela semble plutôt évident. Effectivement, pour la majorité des personnes, avouer un crime qu'il n'a pas commis est complètement contre-intuitif. De plus, nous avons tendance à ne pas voir lorsque quelqu'un réalise un faux aveu. Cela est expliqué par le fait que lorsque la personne réalise un aveu et a des propos contradictoires, nous avons tendance à ne pas voir ces contradictions. Pourquoi s'intéresser aux faux aveux? C'est quelque chose qui est assez important. Effectivement, dans un programme qui a pour but d'innocenter les personnes, jusqu'à 28% des personnes innocentées ont réalisé des faux aveux. Ce projet qui vise à innocenter les personnes a été réalisé aux États-Unis, mais il existe aussi des programmes qui visent à innocenter des personnes grâce à des preuves ADN en France. Souvenez-vous également de l'affaire de Patrick Dils, qui a été accusé du meurtre de 2 enfants. Suite à cette accusation, il a passé plusieurs années en prison et on a révélé ensuite le véritable coupable. C'est pour vous montrer à quel point les faux aveux peuvent avoir des conséquences importantes chez les personnes. Mais alors, pourquoi réalisons-nous des faux aveux ? Je vous laisse imaginer, comme tout à l'heure, vous êtes isolé puisque vous ne pouvez pas contacter vos proches et vous êtes également fatigué. Ces 3 éléments, la fatigue, le stress et l'isolement, sont des facteurs qui vont amener les personnes à réaliser davantage de faux aveux. Ce sont des études en psychologie sociale qui l'ont montré. Pourquoi ? En fait, vous avez envie de fuir cette situation qui est plutôt désagréable. Et lorsque cette situation est désagréable, vous avez envie de vous retrouver dans une situation plus confortable. Vous voulez avoir des bénéfices sur le court terme et en dépit des bénéfices sur le long terme, qui peut amener jusqu'à une condamnation. De plus, lors de cet interrogatoire, vous êtes en face d'une personne qui représente une forme d'autorité. Et effectivement, l'expérience de Milgram illustre ces propos de la soumission à l'autorité. Les sujets vont envoyer jusqu'à 65% de décharge électrique à l'acteur, et ce, en dépit des plaintes de l'acteur. Et cela se crée donc en présence de l'autorité. Lors de l'interrogatoire, cette situation est également retrouvée, puisque la personne en face de vous va représenter l'autorité et donc va vous amener à réaliser des comportements que vous n'avez pas forcément envie de réaliser, comme des faux aveux, et donc signer un procès-verbal qui dit que vous avez commis tel et tel crime. Nous venons donc de voir que dans la majorité des cas, les faux aveux sont réalisés lorsque vous pensez et vous êtes conscient que vous n'avez pas commis l'acte. Cela est donc expliqué, et donc un processus qui est aussi expliqué en psychologie sociale. Et ces faux aveux sont donc intériorisés. Les personnes vont se créer des faux souvenirs sur la situation et l'acte. Comment ces faux aveux peuvent-ils être amenés ? Il s'agit notamment de certains types d'interrogatoires qui peuvent augmenter la probabilité des faux aveux. Il s'agit alors des questions dirigées, donc le fait d'orienter directement une question.
et d'autres processus comme la maximisation, c'est-à-dire que la personne en face va juger la personne véritablement comme coupable. Elle va avoir donc un a priori très négatif envers la personne. L'interrogateur va amener des justifications morales sur l'acte qui va être commis. C'est-à-dire, en fait, que la personne va minimiser ces faits-là. Ce n'est pas grave, ce n'est pas de votre faute si vous avez fait ceci ou cela. Une autre technique qui va amener la probabilité de plus de faux aveux est la good cop, bad cop. Autrement dit, le gentil et le méchant policier. Je vous laisse imaginer également que vous êtes également dans cet interrogatoire. Un premier policier arrive et est particulièrement méchant et désagréable. Cela provoque chez vous une émotion plutôt négative. Ensuite, un second policier arrive et ce policier est particulièrement gentil et agréable avec vous, ce qui provoque une émotion positive chez vous. Cela va donc vous déstabiliser et peut vous amener à réaliser quelque chose que vous n'aviez pas envie de faire jusqu'alors, et donc signer un faux aveu. Alors, comment peut-on éviter ces faux aveux ? En psychologie sociale, 3 éléments majeurs ont été montrés. Il s'agit notamment de l'enregistrement. Donc, il s'agit d'enregistrer les interrogatoires, ce qui permet que lors du procès, la défense va pouvoir montrer l'interrogatoire et le cas échéant, s'il y a eu des pressions qui ont été mises en évidence lors des faux aveux, elle va pouvoir l'utiliser pour montrer qu'il y a eu des pressions. En France, les enregistrements d'audition sont obligatoires pour les personnes mineures et pour les personnes qui ont été suspectées de crimes. Deuxièmement, comment on peut les éviter ? Grâce à des sensibilisations et des formations. Des sensibilisations auprès des policiers, à la connaissance au grand public, les processus qui peuvent amener aux faux aveux, et donc ça vous permet d'en prendre conscience et de pouvoir potentiellement éviter telle situation. Troisièmement, il existe donc des méthodes d'entretien qui permettent de réduire les faux aveux. Lors de ces méthodes d'entretien, contrairement à ce que j'ai dit précédemment, l'interrogateur, là, fait preuve d'empathie, de bienveillance et écoute le témoin, le suspect, comme il pourrait le faire avec un potentiel témoin. Il pose également des questions plutôt ouvertes, par exemple « Que faisiez-vous tel jour ?», plutôt que des questions fermées, c'est-à-dire « Est-ce que vous avez bien fait ça ou ça ?» Ces méthodes d'entretien ont été donc conçues grâce à des études en psychologie, et c'est ma camarade Céline qui va plus particulièrement vous en parler. Du coup, maintenant, on va pouvoir parler des témoins. Les témoins, ce sont des éléments centraux dans le processus de l'enquête. Forcément, souvent, les éléments de l'enquête, ça va se baser sur des témoignages de personnes qui sont présentes sur les lieux. Et ces témoignages, ils vont se baser sur nos souvenirs, sur notre mémoire, qui devient en fait un maillon du système judiciaire et de l'enquête. Alors attention, ici, ce n'est pas du tout le propos de disqualifier les témoignages ou les témoins, ni de dire qu'ils mentent. L'objectif, c'est simplement de réfléchir de façon globale au fonctionnement de notre mémoire, et puis aussi à la façon dont sont recueillis les témoignages pendant l'enquête. Alors notre mémoire, est-ce qu'elle est infaillible ? Malheureusement, non. Je pense qu'on a tous ici des expériences de choses qu'on a totalement oubliées, de choses qu'on a mal retenues, ou encore vécues ensemble, mais pour lesquelles on n'a pas du tout le même souvenir. En fait, c'est totalement normal, parce que notre mémoire, ce n'est pas une pellicule qui va enregistrer tel quel les événements que l'on vit, mais c'est plutôt un processus qui peut être influencé par différentes choses. Alors par quoi est-ce qu'elle peut être influencée, cette mémoire ? Déjà par nous-mêmes. On a tous des connaissances sur le monde, notre vision du monde et de la société, nos croyances, nos expériences antérieures, nos émotions et nos stéréotypes qui vont venir influencer non seulement la perception des événements qu'on vit,
mais aussi la mémorisation de ces événements. Par exemple, il y a un stéréotype selon lequel les hommes seraient plus drôles que les femmes. Eh bien, dans une expérience, ce qu'ils ont montré, en fait, ont montré des petites illustrations aux participants. Eh bien, les résultats montrent que, de façon erronée, très souvent, les participants vont associer des illustrations humoristiques à un auteur homme. Donc, c'est bien que les stéréotypes vont ici venir totalement biaiser notre mémoire et notre mémorisation. Donc voilà, déjà nous-mêmes, on va influencer inconsciemment, évidemment, la façon dont on mémorise les choses. Mais il y a aussi une influence des autres. Surtout dans le contexte des témoins, des témoignages, souvent, il y a d'autres témoins d'une même scène. C'est ce qu'ils ont reproduit dans une étude. En fait, on montrait 2 vidéos, en fait, un même événement, mais vu de 2 angles différents. Donc, il y avait 2 groupes de personnes qui voyaient un même événement, mais avec un angle différent. Ensuite, on laisse parler ensemble toutes ces personnes, et à la fin, individuellement, on leur demande de témoigner en quelque sorte de ce qu'ils ont vu dans la vidéo. Et on se rend compte que la majorité des personnes vont en fait insérer des éléments, des détails qui proviennent de l'autre version, de l'autre groupe que eux-mêmes n'ont pas pu observer. Donc, dans l'interaction avec les autres, ça va venir en quelque sorte contaminer notre mémoire et nos souvenirs. Et d'ailleurs, c'est la même chose aussi avec les médias. Si on lit les médias à propos d'un événement, ça peut potentiellement venir aussi contaminer en quelque sorte nos souvenirs. Maintenant, je vais laisser la parole à Marthe, puisqu'on va faire un petit retour en arrière sur ce que vous avez vu au début de la conférence. Alors, je vous invite à reprendre votre téléphone et à poursuivre le petit questionnaire qu'on a commencé en tout début du forum et à répondre donc à la deuxième et dernière question en fait de cette petite animation. Je vois encore des gens sur leur téléphone, alors je vous laisse encore quelques secondes. Ok, alors j'espère que vous avez tous pu lire et répondre à cette deuxième question. Donc, est-ce qu'il y avait des bris de verre ou non dans cet accident de voiture là qu'on a vu tout à l'heure ? Bien non, il n'y avait pas de bris de verre. En fait, ce qu'on a voulu faire à travers cette petite animation, c'était de répliquer une expérience qui avait été à la base mise au point par une psychologue spécialisée dans l'étude des faux souvenirs, qui s'appelle Elisabeth Loftus. Elle avait donc mené cette étude, que vous avez finalement vous aussi passée, auprès de ses étudiants et étudiantes. Et l'objet, en fait, ça a été de démontrer que la manière dont on va poser des questions, la manière dont on va demander aux gens de se remémorer des souvenirs, le choix des mots, ça aussi, ça va venir influencer notre rappel de souvenirs. En fait, tout à l'heure, vous avez tous et toutes vu la même vidéo, la même scène, puis ensuite, je vous ai posé une première question. Mais vous n'avez pas tous et toutes eu la même question. Une partie de la salle devait donc répondre à la question à quelle vitesse les voitures se sont-elles touchées ? Une autre partie de la salle avait la question à quelle vitesse les voitures se sont-elles percutées ? Ce qui a été montré par Elisabeth Loftus, c'est que du coup, au moment de la deuxième question, est-ce qu'il y avait ou non la présence de bris de verre ? Si on vous a posé la question en choisissant le mot percuté, alors les gens ont davantage tendance à se remémorer effectivement la présence de bris de verre. À l'inverse, les personnes qui ont reçu la question avec le terme touché vont moins commettre d'erreurs, moins finalement créer ce faux souvenir. Pourquoi ? Parce que finalement, le souvenir, comme l'a dit Céline, il est à la fois composé de notre expérience vécue, de ce qu'on a perçu d'une situation, mais il est aussi influencé par tout un tas de processus extérieurs, tels que le choix des mots, et il va pouvoir être modelé finalement au fil du temps. Donc on va peut-être consoeurs, les maîtres Zébo et maîtres Delbos. Ok, c'est parti. Donc effectivement, ça a un petit peu fonctionné avec vous. Les personnes qui ont reçu donc la question avec le terme percuté, vous avez été plus nombreux et nombreuses à vous remémorer la présence de bris de verre. Vous étiez donc 40%, contre seulement 30% dans le groupe
dans les personnes qui ont reçu cette question avec le terme touché. Bon, je vous le concède, l'effet, il n'est pas énorme là, avec nos résultats. Il est même très bon. Mais évidemment, ça... Mais la tendance est quand même là, quand même. Bon, évidemment, ça, on s'y attendait, que ça n'allait pas vraiment fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas répliqué exactement les conditions de l'étude. On aurait dû laisser plus de temps, on aurait dû poser d'autres questions. On n'est pas censé être à Cap Science comme ça à 90 pour passer l'étude. Mais et puis il y avait aussi peut-être une partie d'entre vous qui connaissaient déjà cette étude, donc qui ont pu être influencés. Et quand bien même vous ne connaissiez pas cette étude, on était en train de parler de faux souvenirs juste avant, donc nécessairement vous avez pu être influencés. Cela dit, on tenait quand même à faire cette petite animation pour que vous puissiez aussi avoir un aperçu de ce que peut représenter une expérience en psychologie sociale. Et voilà. Maintenant, je laisse Céline terminer sur les faux souvenirs. Merci. Du coup, voilà, donc si on reprend vraiment notre contexte de l'enquête, au moment du témoignage, en fait, les mots que vont utiliser les enquêteurs, les professionnels de la police, ça va venir aussi influencer un peu notre rappel et contaminer des fois nos souvenirs avec des éléments qu'on va insérer après l'événement. Et du coup, donc, Elisabeth Loftus, qui est, comme tu l'as dit, une grande spécialiste notamment de la mémoire et des faux souvenirs, elle illustre bien ça en disant que la mémoire, elle fonctionne comme une page Wikipédia. On peut y accéder et la modifier, mais les autres le peuvent aussi. Donc les faux souvenirs, finalement, ce sont des souvenirs qui présentent des distorsions, mais ce n'est pas du tout du mensonge. On en parlait tout à l'heure. Là, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt un processus inconscient. Et pour les éviter, les chercheurs vont préconiser différentes choses, notamment d'écrire tout ce dont on se souvient juste après une scène importante pour ne pas justement avoir cette contamination de la mémoire qui peut survenir après l'événement. Du côté plutôt des professionnels, donc on va préconiser, les chercheurs vont préconiser de la formation au fonctionnement de la mémoire, puisque justement cette mémoire, elle va être un maillon très important du système judiciaire et de l'enquête. Et enfin, ils vont préconiser de recueillir les témoignages avec une certaine méthode d'entretien qu'on va essayer de faire ensemble très rapidement et mentalement, je vous rassure. Donc, je vais vous demander, donc mentalement, de repenser à votre soirée du 15 juillet 2018. Là, je ne sais pas si comme ça, vous avez beaucoup de choses qui vous reviennent. Maintenant, si je recontextualise et que je vous dis que c'était le soir de la finale de la Coupe du Monde, quand la France a gagné, du monde de football. Là, même si vous n'aimez pas le foot, normalement, il y a peut-être un peu plus de choses qui vous reviennent. Maintenant, je vais vous demander de repenser toujours à cette soirée, mais vous pouvez vous focaliser sur des détails qui vous semblent insignifiants, comme par exemple ce que vous portiez, ou là où vous avez mangé le soir, ce que vous avez mangé. Après, je vais vous demander de repenser toujours à cette soirée, encore une fois. Mais là, vous partez de la fin, qui peut être plus ou moins tardive, et vous remontez jusqu'au début de cette soirée. Et enfin, je vais vous demander de repenser à cette soirée, mais d'un point de vue extérieur, comme si vous l'observiez, mais à travers les lunettes de quelqu'un d'autre. Normalement, toutes ces consignes, elles vous ont aidé à rassembler, en tout cas, un peu plus de détails qu'au début. Et ce sont globalement les consignes de l'entretien cognitif qui va être préconisé pour le recueil des témoignages, pour aider aussi, pour éviter les suggestions, les interruptions, les termes qui peuvent venir influencer justement la mémoire. Et ensuite, avec cette méthode, des témoignages donc plus fiables et plus complets qui vont pouvoir aider ensuite à la décision judiciaire dont on va vous parler juste après. Mais d'abord, on va vous inviter à nous poser toutes les questions que vous souhaitez sur cette partie de l'enquête. Avec mes collègues qui vont revenir avec moi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a Romane qui vous passera, qui tendra le micro. Voilà. Oui, merci déjà. Vous avez parlé du coup des enquêteuristes, des témoins, des accusés. Pourquoi pas des victimes du coup ? C'est une bonne question. Justement parce que, je réponds, mais si vous avez
des autres choses à dire. Justement parce que je pense que là on se centrait vraiment sur le système en fait, le système judiciaire. Et la façon dont dans l'enquête ça fonctionnait, mais de l'intérieur. Peut-être que c'est pour ça qu'on n'a pas du tout parlé des victimes. Et puis qu'on avait déjà aussi beaucoup de contenu et qu'on voulait suivre le fil rouge de l'enquête, mais aussi parler du procès et de la décision judiciaire, ça nous paraissait super important. Du coup, on s'est arrêté là. Oui, du coup, merci. J'avais juste une question sur l'expérience de Milgram. Est-ce qu'elle n'a pas été remise en cause un petit peu récemment? Enfin, je sais pas, j'avais entendu des échos sur ça, qu'elle elle a été répliquée récemment et qu'elle ne marchait plus, quoi. Alors déjà, elle avait été répliquée effectivement dans un autre contexte, dans un quartier plus pauvre, etc. Et il n'y avait effectivement pas du coup ce cadre institutionnel que représentait l'université là où Milgram avait fait passer son expérience. Et donc le fait de perdre la perte de ce contexte qui représente aussi l'autorité quelque part, effectivement, du coup, ça n'avait pas fonctionné. Ce sont des conditions d'expérience qui ne sont plus utilisées aujourd'hui, mais ça reste néanmoins quand même une expérience connue et, voilà, et intéressante et pertinente. Bon, bah, si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous aussi. Et puis, on va laisser la place au suivant pour vous parler de cette fameuse décision judiciaire, justement, avec Anne. Donc, dans le cadre de cette seconde partie, nous allons parler de la décision judiciaire ou décision de justice, et notamment des décisions qui vont être prises au cours de procès aux assises. Donc pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va rapidement revenir sur ces procès. Donc en fait, pendant les procès aux assises, on va juger les personnes qui sont accusées de crimes, de tentatives et de complicité de crimes, y compris l'audition des témoins, des victimes et des experts, ainsi que la plaidoirie des avocats. Ensuite, les magistrats et le jury vont prendre une décision. Donc les magistrats, ce sont 3 juges professionnels, et le jury est composé de 6 jurés, qui sont des citoyens qui ont été tirés au sort sur les listes électorales. Et donc, suite à cela, les magistrats et le jury vont prendre une décision. Donc, ils vont prendre une décision concernant la culpabilité de l'accusé, à savoir s'il est coupable ou non coupable des faits qui lui sont reprochés. Si l'accusé est déclaré non coupable, il va être acquitté. Et si l'accusé est déclaré coupable, il va y avoir une délibération concernant la peine qu'il va encourir par rapport au crime qu'il a commis. Et donc, dans cette partie, nous allons notamment nous intéresser donc à la décision qui sera prise par les magistrats et le jury. En tant que psychologues sociaux, nous savons que la plupart du temps, nous ne prenons pas des décisions de manière totalement rationnelle et objective. En effet, un certain nombre d'éléments peuvent influencer cette prise de décision. Et notamment, nous allons voir 3 sources d'influence, que sont les biais cognitifs, l'influence groupale et les stratégies qui vont être adoptées par l'avocat donc pendant ces procès. Et donc, on va commencer à parler ensemble des biais cognitifs. Donc, comme dit précédemment, nous avons rarement recours à des raisonnements qui sont totalement logiques et rationnels. En effet, la plupart du temps, nous avons plutôt recours à des simplifications. Et ces simplifications, elles sont très utiles pour nous et dans notre quotidien. Notamment, ça permet à notre cerveau d'économiser du temps en étant plus rapide, d'économiser des ressources cognitives et également en réduisant la complexité des choses et de notre environnement. Et ces simplifications, elles peuvent donner lieu à des biais cognitifs qui peuvent entraîner des erreurs de jugement, donc c'est-à-dire un traitement de l'information qui va être biaisé. Et donc, nous allons nous intéresser aux erreurs de jugement, notamment dans le cadre de la décision prise par donc, les magistrats et le jury. Imaginons qu'un accusé entre dans une salle de tribunal. Avant même que quiconque n'ait prononcé le moindre mot, nous pouvons déjà nous faire une première impression sur cette personne. En effet, nous pouvons analyser son aspect physique. Est-ce que cette personne est belle? Est-ce qu'elle est séduisante ou bien apprêtée? Et en fait, ces éléments vont influencer le jugement qu'on va se faire à son encontre. Notamment, les études en psychologie sociale ont montré que lorsqu'un accusé est perçu comme attrayant physiquement,
donc plutôt une caractéristique qui est positive, eh bien le jugement à son encontre pourra être moins sévère comparé à une personne qui pourrait être perçue comme moins attrayante physiquement. Et donc, en fait, ces résultats, ils mettent en évidence ce qu'on appelle en psychologie sociale l'effet de halo, qui consiste à attribuer des caractéristiques à une personne sur la base d'une seule observation. Notamment, si notre première observation elle est positive, eh bien, on aura tendance à attribuer d'autres caractéristiques qui vont être positives, même si nous n'avons pas d'autres informations sur cette personne. Et inversement, lorsque notre première observation elle est plutôt négative. Et donc, c'est pour ça que ça va pouvoir influencer notre jugement par la suite. Et les caractéristiques d'une personne peuvent également influencer la manière dont on va expliquer ses comportements, et notamment dans le cadre de décisions judiciaires, influencer la décision donc, judiciaire. Nous avons tendance à vouloir expliquer et attribuer des causes à des comportements. Ça permet de prédire et de contrôler notre environnement. Et on peut distinguer deux ensembles de causes. Tout d'abord, il y a les causes qui vont être plutôt internes à un individu, donc par rapport à ce qu'il est. Donc, un comportement sera dû, par exemple, à des dispositions personnelles ou à des traits de personnalité. Et on peut également distinguer les causes qui vont plutôt être externes à un individu, donc plus relatifs à son contexte et aux autres. Et à noter que lorsqu'on attribue des causes à un comportement, ce ne sont pas les causes réelles du comportement, mais les causes qui vont être perçues par rapport à ce comportement. Imaginons une situation où vous apprenez que deux personnes ont commis un vol à main armée. Une de ces personnes, C'est un ou une collègue à vous, donc il travaille avec vous, et l'autre personne, c'est une ou un inconnu, vous ne la connaissez pas. À votre avis, est-ce que vous jugeriez et expliqueriez leur comportement, donc le crime qu'ils ont commis, de la même manière? Eh bien, en fait, non, parce qu'en l'occurrence, une de ces personnes fait partie de votre groupe et l'autre non. On a tendance à faire des catégories et à s'identifier à des groupes. Notamment, on s'identifie à des personnes avec qui on partage des caractéristiques. Notamment, je peux m'identifier à un groupe parce que j'ai le même âge qu'eux, on fait partie de la même génération, ou alors parce qu'on partage la même religion, qu'on habite dans la même ville, et également, par exemple, si on fait partie de la même école ou si on travaille dans la même entreprise. Et donc, dans le cadre de la situation avec le collègue et l'inconnu, eh bien, on va expliquer le crime qu'ils ont commis de manière différente, puisqu'il y a une personne qui fait partie de notre groupe. En l'occurrence, pour le collègue, on aura tendance à attribuer le crime qu'il a commis à des causes qui lui sont plutôt externes. Cela revient donc à minimiser sa responsabilité et sa culpabilité par rapport au crime qu'il a commis. Pour l'inconnu, par contre, qui ne fait pas partie de notre groupe, eh bien, on aura tendance à expliquer le crime qu'il a commis par des causes qui lui sont plutôt internes. Et donc, cela revient à augmenter sa culpabilité et sa responsabilité par rapport au crime qu'il a commis. À noter que si ce comportement n'avait pas été un crime, mais plutôt un acte qui est valorisé dans notre société comme une réussite, pour la personne qui fait partie de notre groupe, on l'aura attribué à des causes qui lui sont plutôt internes. Et par contre, pour la personne qui ne fait pas partie de notre groupe, là, on l'aurait plutôt attribué à des causes qui lui sont externes. Et ces résultats, ils mettent en évidence ce qu'on appelle en psychologie sociale l'erreur ultime d'attribution, qui consiste à favoriser les membres de notre propre groupe et ceux qui nous ressemblent lors de l'attribution causale. Ici, dans la situation, il s'agit de favoriser son ou sa collègue, pas parce qu'on l'apprécie, parce qu'on s'entend bien avec elle, mais simplement en fait, parce qu'elle fait partie de notre groupe, comparée à l'inconnu. Et à noter que si cette distinction de groupe avait été faite sur la base de caractéristiques comme par exemple la couleur de peau ou le genre, eh bien, ça peut donner lieu à des situations encore plus problématiques, et notamment à l'expression de discrimination. Voilà, donc on a vu deux exemples de biais cognitifs qui peuvent amener à des erreurs de jugement lors de décisions judiciaires, et notamment par rapport plutôt aux caractéristiques de l'accusé. Et des biais cognitifs peuvent également intervenir lorsqu'on va examiner des preuves lors d'une affaire criminelle. Dans une étude qui a été réalisée aux Pays-Bas en 2010, on a présenté aux participants un dossier sur un homme qui était soupçonné d'avoir commis un meurtre. Donc dans le dossier, on leur a donné plein de documents qu'on peut retrouver dans les vrais dossiers accusés,
Notamment, la petite amie de la victime qui était là le soir du meurtre a reconnu le suspect sur une liste de photos, mais n'était pas totalement sûre d'elle. Et donc, une fois que les participants ont consulté ce dossier, on leur a demandé de prendre une décision, donc à savoir de décider si le suspect est innocent ou coupable, donc du meurtre présumé. Une fois qu'ils avaient rendu cette décision, on leur a dit qu'avant que la décision finale ne soit prise concernant la condamnation ou l'acquittement de l'accusé, ils avaient la possibilité d'ouvrir des enquêtes supplémentaires sur l'affaire. On leur a donné une liste de sujets qui pouvaient être approfondis, et la moitié de ces sujets allait plutôt dans le sens de l'innocence du suspect, et la seconde moitié des sujets allait plutôt dans le sens de la culpabilité du suspect. Et les résultats ont montré que lorsque les participants avaient décidé que selon eux le suspect était innocent, en fait ils demandaient d'ouvrir plus d'enquêtes qui allaient dans le sens de l'innocence, donc qui montraient plutôt que le suspect était innocent, et inversement lorsqu'ils avaient décidé que le suspect était coupable. Et donc ces résultats, ils mettent en évidence ce qu'on appelle le biais de confirmation. En fait, il s'agit de ne prendre en considération et de ne rechercher que les informations qui vont aller dans le sens, qui vont confirmer nos hypothèses, nos croyances et nos opinions et nos préjugés, et à ignorer ou à diminuer l'importance de celles qui vont les contredire. Et donc ici, on voit bien, lors de décisions judiciaires, ça peut amener à des erreurs de jugement, puisqu'il s'agit de ne pas prendre en compte toutes les informations qui vont être relatives à une affaire, mais seulement les informations qui vont plutôt aller dans le sens de notre première impression concernant l'affaire. Et ce biais cognitif, on le retrouve dans notre vie de tous les jours. Notamment, on a plus tendance à lire des articles de journaux qui vont aller dans le sens de nos opinions et de nos idées, et peut-être à moins prendre le temps de lire les articles qui vont plutôt aller à l'encontre de nos idées et de nos opinions. Voilà, donc nous avons vu plusieurs exemples de biais cognitifs qui peuvent intervenir lors de décisions judiciaires. À noter que ces biais sont la plupart du temps très utiles pour nous dans notre quotidien. Ce sont même des processus qui sont inconscients et automatiques. Cependant, il y a certaines situations qui sont plus problématiques que d'autres dans leur application, et notamment lors d'affaires judiciaires, puisqu'il y a un aspect humain qui est assez fort, parce que ce sont des décisions à propos d'individus. Mais il est possible de limiter ces biais, encore une fois, notamment en informant et en sensibilisant sur leur existence, que ce soit auprès de professionnels ou de non-professionnels, et notamment, par exemple, en demandant aux personnes de prendre leur temps et de faire attention aux détails avant de prendre une décision, et également d'être conscient que notre première impression sur une personne peut guider notre jugement par la suite. Voilà, je vais maintenant laisser la place à ma collègue qui va vous parler de l'influence groupale. Du coup, on vient de voir quelques biais cognitifs qui pouvaient survenir chez l'individu seul. Et finalement, dans les délibérations en groupe, c'est 9 personnes, donc 6 jurés et 3 magistrats. Et donc ça, c'est un contexte finalement qui est propice à toutes sortes d'influences groupales. Si je vous demande d'essayer de vous rappeler, vous, la dernière fois que vous avez dû prendre une décision à plusieurs, peut-être que vous pouvez déjà avoir une petite idée de toutes ces influences, comme par exemple si quelqu'un essayer de plus de convaincre les autres que d'autres, ou que d'autres se laissaient un peu plus porter par la tendance générale, etc. Alors pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces influences quand on doit prendre une décision en groupe ? Eh bien, tout simplement parce qu'en tant qu'êtres sociaux, on a envie et besoin de faire partie d'un groupe, et que un des moyens d'être accepté, de se sentir accepté dans ce groupe, ça va être de faire partie de la norme. Par exemple, si je vous montre ces lignes, et que le but, c'est de trouver quelle ligne parmi la A, la B ou la C correspond à celle de gauche. Je vous laisse un petit instant pour regarder. Et je vais vous demander de lever la main, ceux qui pensent que c'est la A. Ceux qui pensent que c'est la B. Ceux qui pensent que c'est la C. Ok. Donc là, il y a à peu près tout le monde qui a répondu la C. Donc la réponse, elle est ici assez évidente. Mais quand même, j'ai vu quelques regards pour voir un peu qui répondait quoi. Maintenant, imaginez que 95% des personnes ici présentes avaient répondu la A ou la B.
peut-être que vous seriez mis un petit peu à douter de votre vision, à reconsidérer peut-être d'aller prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo, voire que vous auriez levé la main à A ou à B pour simplement ne pas être la seule personne à répondre différemment. Donc, c'est ce qui a été montré dans une étude sur le conformisme qui est assez connue en psychologie sociale, où l'expérimentateur demandait à des étudiants de répondre à cette question. Sauf qu'en fait, dans ce groupe d'étudiants, il n'y en avait qu'un seul qui était réellement observé, donc c'était celui-là. En fait, donc, ils devaient répondre chacun à leur tour. Et tous les autres étudiants étaient en fait des acteurs qui étaient complices de l'expérimentateur et qui avaient été briefés avant pour donner parfois des bonnes réponses, mais parfois des mauvaises réponses. Et donc, ce qui a été trouvé, un peu comme vous ici ce soir, je crois qu'il n'y a même personne qui a répondu C. Juste quelqu'un derrière, je ne vais pas dire son nom. et par contre, quand il était en présence de 6 à 8 personnes qui donnaient des fausses réponses, donc des complices, il faisait beaucoup plus d'erreurs, puisqu'il faisait 36,8% d'erreurs en moyenne. Donc il se conformait beaucoup plus au groupe, et ce, même quand il était entouré que de 3 complices. Alors pourquoi est-ce que ces personnes se sont conformées ? En fait, pendant le débriefing de l'expérience, les étudiants ils ont donné 2 sortes d'explications. Certains disaient que tout simplement, ils n'avaient pas envie d'être regardés de travers. Peut-être qu'ils savaient que ce n'était pas la bonne réponse, mais qu'en fait, voilà, ils ont cédé à la pression de la norme. C'est ce qu'on appelle l'influence normative. Et donc, une autre partie des étudiants ont dit que finalement, justement, ils se sont mis à douter de leur vision et se sont dit que si tous les autres pensaient pareil, c'est que les autres devaient avoir raison. Donc, c'est ce qu'on appelle l'influence informative. Dans le cadre d'une délibération judiciaire, il peut y avoir ces influences également, un peu moins de l'influence normative puisque le scrutin de vote est secret. Donc, a priori, les personnes n'ont pas besoin de voter à main levée. Mais par contre, il peut y avoir de l'influence informative puisque... Pardon, j'ai cru qu'il y avait une question derrière, mais non. Il peut y avoir de l'influence informative puisque dans le cadre d'une délibération judiciaire, la bonne réponse, entre guillemets, elle n'est pas aussi évidente que dans cette étude. La culpabilité ou non de l'accusé, savoir quelle peine donner, etc., ce n'est pas si évident. Imaginez par exemple que vous soyez tiré au sort demain pour être juré et que on vous expose un cas et vous devez délibérer sur la culpabilité de la personne. Donc, si vous pensez que la personne n'est pas coupable, mais que dans la délibération, vous percevez que plutôt les autres personnes pensent que la personne est coupable, peut-être que vous allez vous dire que les autres ont des connaissances que vous n'avez pas ou qu'ils ont compris des choses que vous n'avez pas compris. Donc, vous allez peut-être être un peu influencé. Donc, finalement, la norme, elle va nous servir d'information, de source d'information et aussi de cadre de référence. Imaginez donc que vous êtes toujours juré. Vous avez voté coupable et maintenant vous devez délibérer sur la peine à donner. Donc vous y réfléchissez, vous vous dites 10 ans, ça a l'air pas mal. Et ensuite, enfin ça a l'air pas mal, une manière de parler, mais 10 ans, ça a l'air assez cohérent. Et ensuite, dans la délibération, vous comprenez que les personnes vont plutôt voter vers 15 ans, 16 ans, 17 ans, etc., qui tournent plus autour de 15 ans. Qui est d'ailleurs réelle, enfin qui est cohérente ou pas. En tout cas, c'est cette norme-là dans cet exemple. Et donc, vous allez probablement un peu réévaluer votre jugement en vous disant dans ce cas-là, on a l'air de plutôt donner vers 15 ans. Et donc, vous allez peut-être faire glisser un petit peu votre première estimation. Vous allez dire, par exemple, 12 ans, mettons. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la normalisation. C'est ce qui est illustré aussi dans une autre étude. Donc, pour un petit peu mieux comprendre ce processus, une étude un peu pionnière pour illustrer la normalisation. Donc, c'était des personnes qui devaient estimer un point lumineux dans le noir. Ils devaient donner une estimation. Et donc, quand les personnes commençaient par donner des estimations seules, leurs réponses elles étaient assez différentes entre elles. Par contre, après, quand ils devaient donner une estimation en groupe, leurs réponses convergeaient un peu plus, s'homogénéisaient. Ils donnaient des réponses qui étaient un peu plus similaires entre elles. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc, dans la situation où les personnes commençaient à estimer en groupe, il y avait très vite une norme qui émergeait, donc qui donnait des réponses qui étaient assez similaires entre elles.
Et cette norme, elle était conservée ensuite quand les personnes devaient donner des réponses seules. Donc finalement, ils avaient créé un cadre de référence avec cette norme qui leur servait ensuite individuellement. Donc là, on a vu un petit peu que dans les groupes, il pouvait y avoir une influence par la majorité et par la norme, etc. Il peut aussi y avoir un autre processus qui s'appelle le processus de polarisation. Donc ça va être en fait quand la norme du groupe, elle devient plus extrême que les opinions individuelles de base. C'est ce qui a été illustré, par exemple, dans une étude en 2009 en Californie, où c'était un faux jury, donc les personnes devaient voter, attribuer une peine à quelqu'un qui avait été reconnu coupable. Donc soit ils devaient voter pour la prison, soit pour la peine de mort. Et ce qu'ils ont trouvé, donc les personnes votaient d'abord seules et ensuite délibérées en groupe. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que les personnes seules votaient beaucoup moins pour la peine de mort, mais votaient beaucoup plus pour la peine de mort après qu'ils avaient délibéré. Donc ça peut paraître un peu inquiétant. Ça peut aussi être quand même dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça peut aussi être vers du moins sévère, la polarisation. En tout cas, comment ça fonctionne, la polarisation? Déjà, ça va être dans des contextes où il y a une forte implication des personnes dans le groupe. Donc ça va être le cas évidemment des jurés. Enfin, on espère qu'ils sont très impliqués parce que il y a des conséquences importantes. Il va falloir qu'il y ait un désaccord minimum à la base pour que puissent justement s'échanger les nouveaux arguments et pour que puisse se produire cette polarisation. Mais il faut qu'au départ, il y ait quand même des opinions qui aillent globalement dans le même sens. Et c'était le cas justement dans cette étude, puisque déjà 54% des personnes, donc plus de la moitié, étaient déjà en faveur de la peine de mort seule. Une autre condition qui peut influencer la polarisation, ça va être les caractéristiques des personnes dans le groupe. Donc, comme on l'a vu un peu avec tous ces exemples, on a l'impression que voilà, on se conforme tout le temps, on va toujours aller vers la majorité, etc. Heureusement, quand même, c'est pas si systématique que ça, parce que sinon, il n'y aurait jamais eu de grands changements de société. Tout simplement, il y a forcément des opinions et des personnes minoritaires qui ont de l'influence pour que puisse se passer, par exemple, la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis ou le droit de vote des femmes. C'est des grands changements de mentalité dans nos sociétés qui ont commencé par des opinions minoritaires. Et donc, c'est ce qui est expliqué par l'influence minoritaire. Donc, c'est un concept qui a été théorisé par un psychologue social, Moscovici, pour justement expliquer comment une opinion minoritaire pouvait influencer la majorité. Donc, on imagine bien que si il peut y avoir une influence minoritaire dans des grands groupes comme des sociétés. Donc c'est ce qui est illustré dans ce film que vous connaissez peut-être, je vois des petits hochements de tête, oui, de Sidney Lumet en 1957. Donc pour recontextualiser, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc un film dans lequel 12 hommes, donc jurés qui ont été tirés au sort, doivent délibérer sur la culpabilité ou non d'une personne. Et donc au début du film, au premier vote, il y a 11 personnes qui votent coupable et une seule personne qui vote non coupable. Et finalement, tout au long du film, les personnes vont changer d'avis et à la fin, petit spoiler, mais bon, je vous invite à le regarder quand même, les 12 hommes vont finir par voter non coupable. Alors comment est-ce que ça peut se produire, cette influence par la minorité ? Eh bien, tout d'abord, la personne qui est en position minoritaire, elle va évidemment provoquer de la surprise, de l'étonnement, voire de la moquerie chez les gens. Mais donc s'il maintient une certaine persistance et une certaine cohérence, il va commencer à menacer le sens commun et la cohésion de groupe. Ça va passer bien souvent par du conflit, puisque évidemment, c'est jamais très agréable de voir notre sens commun être remis en question. Et donc, si la position minoritaire maintient une certaine persistance et une certaine cohérence, il va finir par venir questionner en profondeur ce qui était acquis, voire éventuellement faire changer d'opinion. Donc, et justement, le changement d'opinion par l'influence minoritaire, il va être beaucoup plus profond, justement parce qu'il passe par toutes ces étapes-là, que l'influence majoritaire, puisqu'on a vu que l'influence majoritaire, ça pouvait être simplement se conformer pour ne pas être seul à faire quelque chose d'autre. Donc là, j'ai mis des flèches. Évidemment, c'est pas aussi chronologique que ça. C'était pour vous expliquer, mais ça peut aller un peu dans d'autres sens. Mais ce qui est important de retenir, c'est donc la persistance et la cohérence. Ça va vraiment être deux clés fondamentales pour qu'il puisse se passer une influence minoritaire.
Voilà, et donc pour finir un petit peu sur ces influences groupales, je voulais juste rappeler que c'est évidemment des choses qui se passent souvent sans qu'on en ait conscience, en tout cas sur le moment, et ça fait partie de notre fonctionnement normal en fait. On en a évidemment besoin pour faire partie d'un groupe, etc. Mais ce qui est quand même important du coup de retenir, c'est que justement, c'est important de connaître ces processus-là. Pour pouvoir mettre en place des conditions dans lesquelles les personnes peuvent être les plus impartiales possibles, évidemment, notamment dans le cadre de la justice, où c'est le but même de la justice. Donc maintenant, je vais passer la parole à Alexandre, qui va vous parler de l'influence, mais cette fois par les avocats et par leur stratégie. Putain, c'est bien, j'ai oublié. Bonsoir. Donc nous allons maintenant introduire les propos de notre intervenante, donc Maître Ophélie Berrier, en exposant une stratégie qui peut être utilisée par les avocats lors d'un procès, ainsi que les explications que la psychologie sociale apporte à ce sujet. Donc, nous allons commencer par un petit scénario. Imaginez 2 personnes, donc Arthur et Bastien, et ils travaillent tous les 2 dans un restaurant. Un midi, une cliente arrive, elle leur commande une salade en leur demandant de retirer les noix qui sont présentes dans cette salade, dans la recette de la salade. Arthur et Bastien, ils ont tous les 2 entendu et compris la requête, mais ils décident de l'ignorer. La cliente commence à manger et elle développe rapidement une réaction allergique, elle doit se rendre à l'hôpital. Une fois remise, ils comparaissent pour négligence. Et au tribunal, leurs avocats respectifs présentent rapidement Arthur et Bastien. On apprend par exemple que sur son temps libre, Arthur est bénévole dans une association caritative et que Bastien s'est fait renverser par une voiture. Il a été victime d'un accident de la route quelques mois auparavant. Donc cet exemple, il illustre une des stratégies qui peut être mise en place lorsqu'on souhaite se défendre quand on a commis un acte répréhensible. Le but étant de paraître moins responsable de cet acte. Ces stratégies, on les appelle la stratégie du héros et la stratégie de la victime. Donc la stratégie du héros, tout d'abord, elle consiste à reconnaître ses fautes, mais à essayer de mettre l'accent sur des bonnes actions qu'on a réalisées par le passé. C'est la stratégie qui a été retenue par l'avocate d'Arthur lorsqu'elle parle donc de son bénévolat. La stratégie de la victime, quant à elle, elle consiste à reconnaître ses fautes, mais cette fois-ci à mettre l'accent sur des préjudices qu'on a subis par le passé. Donc c'est la stratégie qui a été retenue par l'avocat de Bastien lorsqu'il parle de l'accident de la route. Mais vous, si vous deviez juger, imaginez-vous lequel des 2 vous semble le moins responsable de ces actes. Selon vous, quelle est la stratégie la plus efficace ? Eh bien, des études en psychologie sociale ont montré que la stratégie de la victime, elle est toujours plus efficace que la stratégie du héros. En fait, la personne qui utilise la stratégie du héros, elle sera toujours vue comme étant plus responsable que la personne utilisant la stratégie de la victime. Et même pire, la stratégie du héros, elle peut avoir un effet négatif sur la défense de l'accusé. En fait, lorsqu'on met cette stratégie en place, on peut paraître plus responsable que si on n'avait mis aucune stratégie en place. Et cela, ça peut paraître donc contre-intuitif, puisque mettre l'accent sur nos bonnes actions, on peut se dire que c'est quelque chose de bien à la base, mais en fait, ça peut avoir au mieux aucun effet, ça peut être inefficace, et au pire, être néfaste à notre défense. On peut expliquer cela par le fait que les héros, ils sont vus comme des personnes étant plus actives dans leurs actions, alors que les victimes, les personnes utilisant la stratégie de la victime, vont être vues comme des personnes plus passives dans leurs actes. En d'autres termes, les héros sont toujours maîtres de leur choix, alors que les victimes peuvent se laisser porter par la situation. Voilà, donc on va maintenant répondre à vos questions sur la première partie. J'invite mes collègues à me rejoindre.
D'accord, tu veux le tenir, ça? D'accord, très bien, j'en sais rien. C'est toi qui sais. Bonsoir, merci beaucoup. Vous avez évoqué énormément de thèmes. Est-ce que vous avez connaissance de systèmes judiciaires ou autres qui ont tenté de les impliquer et de les appliquer et de les mettre en pratique, que ça soit en tout ou partie? Du coup, pour éviter les biais, ces biais-là qu'on a montrés, les influences et tout ça, on a parlé de techniques, De préconisation, mais qui étaient préconisées par la psychologie sociale. Après, les autres systèmes judiciaires, bon, déjà, on n'est pas des spécialistes de la justice française, donc par rapport à d'autres systèmes ailleurs, non, je ne saurais pas dire. Oui. Ouais, il y avait une autre question du coup. Ouais. Et puis si je peux juste rajouter, effectivement, il y a quand même en France, par exemple, à l'École nationale de la magistrature, on introduit quand même ces questions des biais, etc., pour que les professionnels de la justice en soient un petit peu plus conscientes par la suite. Donc on commence à travailler quand même là-dessus. Bonjour, merci pour cette conférence. Moi, j'ai 2 petites questions. La première concerne les audiences non criminelles ou les audiences pour terrorisme où il n'y a que des magistrats professionnels. Est-ce que vous savez si le fait d'être à 3 dans les audiences pénales classiques, il y a aussi cet effet groupal ou pas? Et est-ce que les magistrats sont formés en fait contre cet effet-là ou pas? Alors déjà, j'ai pas de réponse claire, mais je pense qu'il y a moins d'influence dans le sens où, comme c'est des professionnels, ils vont peut-être se sentir Plus légitime. Enfin, moi, je trouve par rapport aux jurés populaires, ce qui peut surtout faire de l'influence, c'est le sentiment qu'on n'a pas de connaissance de la justice, et donc on va être beaucoup plus influençable parce qu'on sait que d'autres personnes potentiellement ont plus de connaissances. J'imagine qu'il y a du coup moins d'influence chez les magistrats qui sont plus formés à la justice, mais après il y a de l'influence. Je dirais il y a de l'influence dès qu'il y a un groupe, il y a de l'influence, mais je pense quand même moins que quand c'est des personnes qui font pas partie du milieu judiciaire. Je sais pas si vous voulez rajouter des choses. D'accord, merci. Et ma deuxième question, c'est lorsque on a, par exemple, une victime, alors je sais que c'est surtout dans les cas d'affaires sexuelles, mais quand on a une victime qui a été victime, par exemple, dans l'enfance, et qui se retrouve à adulte devant une cour d'assises, on remarque que parfois ce statut de victime, justement, va lui apporter de l'empathie du jury, mais on remarque aussi parfois que certains jurys vont considérer que finalement, si ça tombe sur elle, c'est qu'elle est un peu responsable quelque part. Et du coup, comment on explique ce deuxième effet? En effet, on avait pensé à ça parce que c'est une des situations où, en effet, ce statut de victime et de héros, il est un peu décalé parce qu'on a ces préjugés, justement, et une sorte de discrimination systémique aussi envers les femmes et envers tout ce qui touche à la sexualité et au viol. Donc, en effet, il y a aussi ça qui rentre en compte. On y avait pensé aussi à ça. Je ne saurais pas expliquer plus précisément pourquoi. Ouais. Du coup, si je peux compléter aussi cette réponse, au moins pour donner des termes, le fait d'accuser la victime, ça s'appelle le blâme de la victime, donc c'est quelque chose qu'on connaît en psychologie sociale. Et ce que vous décrivez dans le fait de penser que les personnes méritent tout le temps ce qui leur arrive, c'est aussi quelque chose qu'on connaît en psychologie sociale et qui s'appelle la croyance en un monde juste, et donc qui décrit le fait que on considère que ce qui arrive dans la vie des gens, c'est nécessairement quelque chose qui leur est mérité. Voilà, c'était juste. Oui, je pense qu'il y a aussi le biais d'optimisme comparatif, c'est-à-dire qu'on espère, en tout cas rationnellement, que ça ne nous arrivera pas, et que donc du coup, si ça lui est arrivé, c'est probablement qu'il y a une raison derrière tout ça, et c'est peut-être pour ça qu'on arrive à la blâmer à ce moment-là, en fait. Oui, et pour aller dans le même sens que tout ce qui a été dit,
Ça me faisait penser aussi à l'un des biais que vous aviez mentionné avant, dans le sens de l'influence du groupe et la volonté, notamment quand on s'identifie à un groupe. Et donc, du coup, de défendre plutôt, non pas parce que c'est par exemple notre collègue et qu'on l'apprécie, mais parce qu'il renvoie à sa propre appartenance et le fait que l'appareil judiciaire est essentiellement dominé par une certaine catégorie de personnes qui vont être par exemple des hommes blancs, etc., cis, etc., ça fait que ça instaure un biais aussi dans le sens où on va plus défendre des personnes qui nous ressemblent et à l'inverse décrédibiliser peut-être des paroles des personnes qui ne font pas partie de notre groupe, ce qui rejoint un peu ce que disait la personne précédente. Oui, en fait, je pense que c'est ce qu'on peut retrouver dans notre société de manière générale avec les stéréotypes et le fait de s'identifier à un groupe, effectivement, on le retrouve dans les affaires judiciaires et c'est aussi des groupes qui se forment et là, on retrouve les mêmes mécanismes au même endroit. Ouais. Merci beaucoup. On va passer du coup à l'intervention, c'est ça ? Donc nous allons maintenant laisser la parole désolée, à Maître Ophélie Verrier. Donc on vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. Donc ça devrait durer une vingtaine de minutes et c'est ce qu'on nous a dit, pardon. Désolée de vous l'apprendre. Et donc peut-être vous pourrez répondre aux questions de l'audience. Effectivement, j'ai rien préparé de particulier puisqu'on avait eu un petit peu le programme. L'idée, c'était de pouvoir répondre aux questions. Alors moi, je ne fais pas du tout de psychosociologie, même si effectivement, tout ce qui a été dit, c'est des choses qui, dans la pratique, on voit régulièrement. Donc je me présente déjà quand même. J'exerce au barreau de Bordeaux depuis une dizaine d'années. Je fais quasiment que du droit pénal. Et du coup, c'est intéressant. Alors je vais essayer de rebondir. J'ai pris des notes parce qu'en fait, il aurait presque fallu que j'intervienne au fur et à mesure des biais parce que moi, je n'ai pas les concepts psychosociaux. Mais tout ce qui a été dit, c'est effectivement des choses qu'on rencontre. Je vais peut-être reprendre dans l'ordre chronologique parce que sur l'enquête, tous les biais qui ont été énoncés, c'est des choses que nous, on voit de façon très régulière. C'est-à-dire que les enquêteurs, alors d'ailleurs, ont quand même intégré un certain nombre de choses pour essayer de déceler le mensonge et font, par exemple, demande à nos clients de remonter l'histoire à l'envers, posent des questions inattendues. C'est-à-dire que d'un coup, on est en train de parler des faits, puis ils vont nous dire « mais vous n'aviez pas, qu'est-ce que vous faisiez hier soir ?» ou « est-ce que vous avez une petite amie ?» ou etc. Donc des choses qui viennent comme ça un peu déstabiliser. On a la question aussi des faux aveux, c'est quelque chose qu'on retrouve, nous, de façon quand même assez importante chez les mineurs. Et ça vous a été expliqué parce qu'on est dans des conditions où il faut bien comprendre qu'une garde à vue, c'est vraiment une privation de sens aussi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont complètement isolés dans une geôle, on leur en retire leur lacet, leur montre, il n'y a plus d'espace-temps. Il y a une personne qui peut décider quand elle mange, quand elles vont se reposer, quand elles vont être auditionnées, c'est l'enquêteur. Donc effectivement, ça pose une autorité énorme. Et on leur explique assez rapidement, et en tout cas, eux en sont persuadés, que s'ils s'expliquent, ou s'ils reconnaissent, ils vont pouvoir très vite quitter le commissariat. Et advienne que pourra sur du long terme. Mais tout de suite maintenant, c'est un peu la réponse. Et ça, c'est quelque chose que nous, on retrouve assez fréquemment quand même en matière de droit des mineurs. Et on l'a aussi... Alors, la loi a essayé de faire un certain nombre de choses pour aussi essayer de limiter ces biais-là. C'est-à-dire que jusqu'à... je dirais une dizaine d'années, l'avocat était très très peu présent sur la phase de l'enquête et sur la garde à vue. Et petit à petit, notre rôle s'est développé, même si, à mon sens, il n'est vraiment pas suffisant. Mais on peut quand même du coup avoir un entretien avec le client, lui expliquer ce qui va se passer. Il sait qu'il va avoir quelqu'un qui est aussi avec lui pour le rassurer. On assiste aux auditions, donc on peut aussi dire stop à un moment donné sur certaines questions ou sur le sens dont les réponses seraient notées aussi. Donc on a ces interventions qui sont quand même limitées, mais qui permettent en tout cas de, je l'espère, limiter un certain nombre de biais. Pour ce qui est des témoins, en revanche, par rapport à ce qui a été dit, moi je dois dire que on a quand même souvent des témoignages avec des questions très orientées. Je ne crois pas que les enquêteurs aient encore tellement intégré l'idée d'avoir une question ouverte, parce que souvent, lorsqu'on entend les témoins, il y a déjà des soupçons sur une personne, et donc vraiment, on va quand même essayer d'orienter le témoin. On a souvent des témoignages déjà très contradictoires, ça c'est évident. Et ça se voit surtout au moment où on va avoir des descriptions. C'est-à-dire qu'autant des personnes vont pouvoir, sur des tapissages, de façon assez certaine reconnaître quelqu'un, autant quand il n'y a pas de tapissage et qu'il faut donner une description, alors là, on a de tout et de rien. C'est-à-dire qu'on a vraiment, c'était un mec d'1m90 baraque, ou c'était un mec d'1m60 tout fin. Donc ça n'apporte rien, c'est très compliqué sur ces questions-là. Et donc on a aussi... Nous, les avocats de la défense, quand on intervient en défense, c'est une arme, c'est le droit au silence, parce que c'est un moment qui est extrêmement compliqué et que ce qui a été démontré
par ce diapo, c'est aussi que la personne qui est un peu dans un moment vulnérable peut avoir tendance à mentir ou à faire des faux aveux. Et donc nous, on a cette arme-là du droit au silence pour dire attendez, là, on n'est pas dans des conditions d'apporter réellement des éléments qui permettront de faire justice. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à tenir, le droit au silence. Et là, d'ailleurs, très souvent, on a une stratégie good cop, bad cop. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de... on voit les enquêteurs venir pour mettre un peu la pression d'un côté. Puis c'est quelque chose qui est très, très difficile pour nous de faire tenir à nos clients parce que c'est quelque chose qui les inquiète beaucoup et que la plupart d'entre eux vont avoir quand même envie de s'expliquer. Alors, pas toujours de la bonne façon, pas toujours d'ailleurs de façon juste, mais vont plutôt avoir envie de le faire. Ça, c'était un petit peu ce que je pouvais vous dire, moi, de mon expérience sur la phase de l'enquête. Sur la phase de la décision judiciaire, alors effectivement, c'était intéressant de parler de l'apparence parce que oui, forcément, mais alors ça, c'est pour toutes les audiences. La première chose qu'on dit à nos clients quand ils vont aller se présenter devant leur juge, c'est habillez-vous bien, faites un effort, présentez-vous correctement parce qu'on sait que l'apparence, c'est quelque chose qui va être, c'est ce qui a été dit, hein, c'est quand même la première approche, on est tous sensibles à ça, donc c'est quelque chose qui est important. Pour la cour d'assises, la question des jurés se pose très très vite, c'est-à-dire qu'on peut effectivement nous récuser des jurés. Alors moi, je ne suis pas le docteur Boulle, on a très peu d'informations sur les jurés, c'est extrêmement compliqué pour nous de savoir si on doit récuser ou pas récuser. On a très très peu d'éléments, c'est-à-dire qu'on a une liste qui nous est donnée avec l'âge, parfois la profession, pas toujours, et c'est à peu près tout ce qu'on a. Donc autant vous dire que pour savoir si on est dans la similitude ou pas, c'est extrêmement compliqué. Nous, on se pose souvent la question de savoir aussi, est-ce qu'il y aura pas aussi une propension à comprendre, par exemple, des jurés qui sont un peu plus âgés. Si on a un jeune homme, dire voilà, ça pourrait être votre fils, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'empathie qui pourra se créer aussi à ce niveau-là. Mais on sait que c'est quelque chose qui est important pour les jurés pour arriver à comprendre le passage à l'acte s'il y a une culpabilité. Et je me rappelle notamment d'un dossier où je partais quand même avec pas mal de handicap, dans le sens où mon client avait des tatouages sur le visage. C'est-à-dire qu'il avait une goutte de marqué sur le visage, il avait un certain nombre de tatouages un peu partout. Il était très grand, très baraqué. Et là, effectivement, d'entrée de jeu, c'est écrit coupable sur son front dans l'image de tous les jurés. Et il avait subi énormément de maltraitance plus jeune. Et c'était très compliqué d'amener cette idée-là parce qu'en fait, on voyait quelqu'un de très fort et voilà, tout le monde avait un préjugé sur ce qu'il avait pu faire ou pas. Donc ça, c'est des choses dont nous, avocats, on a conscience, mais qui sont extrêmement difficiles de les remettre en cause. Et c'est vrai que les dire, les expliquer qu'on a ces préconçus-là, ça permet quand même éventuellement d'avancer. Alors je vous fais un peu tout dans le désordre. Hein. J'ai eu tellement de diapos, j'ai pas tout noté, donc vous n'hésiterez pas à me poser des questions. Mais sur la question de l'influence groupale, alors oui, la cour d'assises, très clairement, il y a quand même une hiérarchie qui se met en place extrêmement rapidement. C'est-à-dire que vous avez 3 magistrats professionnels, mais vous avez surtout un président. Et ça, c'est-à-dire que les jurés ont une formation avant quand même de commencer, parce qu'il faut quand même qu'ils aient un minimum de notions. Ça, c'est assuré aussi par des avocats et par des magistrats. Donc il y a une petite formation avant la session d'assises. Mais vous avez un président. C'est extrêmement important dans la tête de tout le monde, parce que le président, c'est aussi celui qui va mener les débats de bout en bout. C'est celui qui décide tout le tempo d'audience. C'est lui qui décide à quel moment on entend qui. C'est lui qui donne la parole. C'est lui qui refuse de donner la parole. Enfin, il a un rôle extrêmement central dans le procès d'assises. Et on le sait effectivement d'expérience que c'est aussi sur ces moments-là où il va discuter, il va guider quand même son juré de façon très claire. Et puis il y a aussi, à l'intérieur des jurés, il y a toujours un premier juré. Et là aussi, ça lui fait peser un rôle qui est particulier, parce que ce premier juré, c'est celui qui va gérer un petit peu les autres jurés, en tout cas le petit groupe de jurés qui accompagne. Et donc celui-là aussi va quand même avoir une voix certainement prépondérante. On sait aussi effectivement que ça dépend de la personnalité des jurés. Certains vont avoir plutôt tendance à ne pas vouloir exprimer leurs opinions de peur que ce soit mal perçu. D'autres n'auront pas peur de les exprimer. Donc ça, c'est quand même des caractéristiques propres à chacun. Et pour répondre sur la question de lorsqu'on n'est pas à la cour d'assises, lorsqu'on est devant le tribunal correctionnel, en tout cas moi, alors j'ai pas les biais psychosociaux, donc voilà, mais on sait que c'est très variable. C'est-à-dire qu'on le voit à travers certains délibérés, puisque parfois on a des délibérés qui se déroulent dans la salle, hors présence publique bien évidemment, mais
qu'on peut voir à travers les hublots de la salle d'audience, on voit qu'il y a des débats vraiment entre les magistrats, entre les 3 magistrats, etc. Il y a aussi des moments où on voit qu'il n'y a aucun débat. C'est-à-dire qu'on voit que c'est des collégiales, mais que très très vite, c'est quand même la présidente ou le président d'audience qui prend le pas sur la décision. Donc ça, c'est quand même aussi une question de tempérament, de caractère, et ça dépend aussi de l'implication des assesseurs. C'est-à-dire qu'on a aussi des assesseurs qui sont soit très impliqués dans les dossiers, soit beaucoup moins. Donc tout ça, c'est aussi d'autres biais, alors ce ne sont peut-être pas des concepts psychosociaux, mais c'est d'expérience, c'est quand même plutôt une réalité. Pour revenir aussi, pour rebondir sur les dernières questions qui ont été posées par rapport aux victimes, la perception qu'en est faite, c'est vrai qu'on a des réactions, notamment en cour d'assises, qui sont extrêmement variables en fonction de la présentation de la victime. C'est-à-dire qu'on va avoir, je dirais, 2 grands cas de figure. Il y a la victime qui, après des années, si on se situe à distance des faits, on a une victime qui n'a pas du tout réussi à se reconstruire, et qui va être dans son rôle de victime, et où on sent qu'il y a quand même vraiment une espèce d'empathie qui va aller vers la victime. Et puis on a des victimes très fortes qui veulent venir expliquer qu'elles ont eu le courage de faire ça, qu'elles ont réussi à se reconstruire, qu'elles veulent aller au bout, mais qu'elles sont reconstruites. Et là, effectivement, on a souvent plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a des jurés qui disent « bon, ça ne devait pas être si grave alors ». Donc c'est assez particulier. C'est très difficile à gérer, nous, en tant qu'avocats, que ce soit pour la victime ou pour la défense. Et un dernier point également que je voulais aborder, c'est, on l'a dit, la question de la classe sociale et du racisme judiciaire ou de ce genre de choses. C'est quelque chose qui est extrêmement présent. C'est-à-dire qu'on sait aussi, et ça c'est une évidence quand on va en audience, que si on a à infraction égale, et on va dire casier judiciaire néant pour tout le monde, à infraction égale, si on a une jeune femme en psychosociaux qui se présente devant le tribunal correctionnel parce qu'elle a fait un vol aggravé avec des copines, elle n'aura clairement pas la même peine qu'une jeune femme qui vient de la cité. C'est évident. Je le dis parce que c'est sûr qu'il y a les biais, ce qui a été dit, je pense que c'est extrêmement vrai, c'est-à-dire qu'il y a l'appréciation personnelle du magistrat, ça reste un être humain qui a ses convictions, qui est influencé par un certain nombre d'éléments extérieurs, mais il y a aussi clairement ces stéréotypes judiciaires systémiques qu'on retrouve à l'heure actuelle et qui sont en lien avec des préjugés de société. Ça, c'est une évidence aussi, on le voit de façon extrêmement fréquente. Je ne sais pas si j'ai oublié de dire des choses, mais peut-être que vous avez des questions à me poser sur des éléments que j'aurais pu oublier. Merci pour la présentation. Est-ce que vous pouvez nous parler du contenu de la formation qui est délivrée aux jurés? Alors, c'est vraiment une formation sur comment va se dérouler la session de la cour d'assises. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté très, je dirais, planning un petit peu, comment se déroule une session de cour d'assises. Il faut savoir que les jurés qui sont tirés au sort sont tirés pour toute une session. Donc la session en général dure plusieurs semaines. Alors ils ne seront pas tirés au sort évidemment sur chaque procès, mais ils devront se présenter à jour fixe pour pouvoir participer à chaque tirage au sort. En gros, sur une session, on peut avoir un procès d'assises qui dure 2 jours, puis enchaîner avec un procès d'assises qui dure 1 semaine, puis enchaîner avec un procès d'assises qui dure 3 jours. Donc ils vont devoir se présenter à jour fixe. On va leur expliquer alors, je dirais l'audience en elle-même, comment elle va se dérouler. Parce que faut effectivement comprendre un petit peu les codes. Il y a un ordre, il y a une façon de faire les choses, que ce soit devant le tribunal correctionnel, mais c'est moins important, devant la cour d'assises, il y a vraiment un rituel qui est très précis. Donc on va leur expliquer vraiment le déroulement du tirage au sort, des récusations. On va leur expliquer comment ça va se dérouler, puisqu'en début d'audience, il y a quand même toujours, il n'y a que le président qui a accès à l'intégralité du dossier. Et donc il va faire un résumé de l'affaire. C'est quand même très compliqué pour des jurés, je pense. Je n'ai jamais été juré, donc je ne peux que imaginer. Mais c'est-à-dire que pendant 1h30 ou 2 heures, on va vous lire un résumé de quelque chose. Parfois, quand on a, parce que ça a été souvent évoqué, les braquages à main armée, par exemple, on va avoir un certain nombre de personnes qui vont être jugées. Vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas comment ils s'appellent. Et là, on vous donne une liste de noms. Alors, vous ne savez pas qui est qui dans la salle. Et là, on vous parle de... Oui, mais alors, un tel, on a retrouvé son ADN. Un tel, c'est autre chose. Un tel... Et vous ne savez pas de quoi on est en train de vous parler. Donc, en fait, on vous fait cette espèce de résumé fleuve comme ça, qui est quand même pas évident, à mon avis, pour saisir vraiment l'affaire. Et ensuite, vous allez avoir que des informations qui vont être données au compte-gouttes. Parce qu'il va y avoir
l'audition d'un expert psy, l'audition d'un témoin sur un tel, tous les rapports ADN d'une chose, vous allez avoir les vidéosurveillances, les enquêteurs, mais tout ça, ça va être disséminé au fur et à mesure des jours. Donc c'est quand même très compliqué de reconstituer l'ensemble des éléments. Donc ça, on leur explique en général comment ça va se passer, le déroulé, et puis on leur explique sur quels éléments ils vont devoir s'appuyer, ce qu'ils vont devoir écouter, ce qui va être à charge, à décharge. On les incite vraiment à être attentifs et à leur donner, je dirais, une grille de lecture de ce à quoi ils vont être assistés dans les minutes qui suivent. Voilà, en gros. Oui, bonjour. Alors déjà, merci pour cette intervention. Ça fera peut-être un peu la suite sur justement la formation des jurés. Vous avez cité une chose, la présomption d'innocence. Est-ce que vous avez l'impression qu'au fur et à mesure des années, sur la justice, on entend beaucoup de choses dans les médias sur justement ce grand principe et beaucoup d'attaques, c'est un peu l'impression, sur la présomption d'innocence. Est-ce que vous avez l'impression que ça a un impact justement sur éventuellement les jurés, éventuellement les policiers, ce genre de personnes qui doivent faire la démonstration justement de la culpabilité? Est-ce que ça a un impact sur eux, à votre avis, actuellement? Effectivement, et nous, enfin, je ne suis pas la seule, on est de nombreux confrères à le penser. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir basculé non plus dans un système où on a une présomption d'innocence, mais une présomption de culpabilité. Ça nous paraît flagrant et à tous les stades. Aussi bien au stade de l'enquête qu'au stade de l'instruction, quand il y a une instruction, une information judiciaire qui est ouverte, qu'au stade du jugement. C'est-à-dire que, et c'était intéressant aussi de voir que quand on a cette première impression d'entrée de jeu, elle va quand même venir impacter. Je dis ça parce que quand on a une audience, et notamment qu'on sait qu'on va plaider une relaxe parce qu'à notre sens, notre client est innocent, il n'y a vraiment pas suffisamment d'éléments dans le dossier pour le condamner, on se rend compte que c'est très compliqué parce que on va partir du principe, et les magistrats notamment vont partir du principe qu'il est coupable, et donc vont lire toutes les pièces du dossier et les tordre pour arriver à essayer de venir donner suffisamment de poids à ce qu'ils pensent d'entrée de jeu être le cas. C'est une réalité aussi. Lorsque vous êtes renvoyé devant un tribunal correctionnel, vous prenez une journée d'audience classique, j'ai envie de vous dire. Dans la plupart des cas, à mon avis, sur 10 dossiers, vous allez avoir 9 condamnations et certainement à raison. C'est-à-dire que statistiquement, c'est certain qu'il y a moins d'acquittements et de relax. On en plaide beaucoup moins souvent. C'est-à-dire qu'on ne passe pas notre temps, nous, à plaider des relax et des acquittements. Il y a souvent aussi des gens qui quand même reconnaissent leur culpabilité, plus ou moins, etc. On discute, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, dans la majorité des cas, on est quand même face à des gens qui ont commis des infractions. Et donc, il y a cette idée qu'il y a quand même une grande probabilité qu'il y ait une culpabilité. Donc, la présomption d'innocence, oui, elle est très largement attaquée et violée dans à peu près tous les espaces judiciaires, parce qu'il y a cette idée que, quand même, si on est renvoyé devant le tribunal correctionnel, c'est qu'il doit bien y avoir quelque chose. Donc, c'est effectivement très compliqué quand on doit aller plaider une relaxe ou un acquittement. C'est-à-dire que par définition, si on est devant la cour d'assises, il y a des parties civiles qui sont persuadées qu'en face d'eux, ils ont des gens qui sont coupables. Il y a l'avocat général qui représente la société qui va requérir, et à peu près à tous les coups, il va requérir la culpabilité. Et vous avez quand même un juré dont on va assez vite expliquer pourquoi on a renvoyé ces personnes-là devant la cour d'assises. Et si on les a renvoyées, c'est qu'il y a à minima des charges suffisantes de penser qu'elles ont commis les faits. Donc on part de ce constat-là. Donc on part de toute façon, il va falloir effectivement redétricoter ou démontrer qu'il y a eu des mauvaises lectures ou des mauvaises interprétations d'un certain nombre d'éléments. Ça, c'est évident. Donc oui, à mon sens, la présomption d'innocence, c'est compliqué à l'heure actuelle. Et on a d'ailleurs créé une procédure aussi pour ça. On a le système à l'américaine, la CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est vraiment l'équivalent du plea guilty américain. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus et que nous, on voit de plus en plus arriver dans nos juridictions. De quelle manière vous montez justement votre défense concernant une personne du coup qui est une personne racisée? C'est extrêmement compliqué. Est-ce que c'est différent? C'est différent. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a de toute façon, par définition, on a en face de nous des magistrats. Alors d'ailleurs, j'ai envie de dire de plus en plus de magistrates quand même, comme on a beaucoup plus d'avocates. Je crois qu'au barreau de Bordeaux, on doit être à 70% d'avocates. Donc il y a vraiment une féminisation des professions judiciaires. Ça, c'est certain. En revanche, on est quand même toujours sur des femmes blanches d'une certaine catégorie socio-professionnelle et de la même façon des hommes blancs d'une certaine catégorie socio-professionnelle. Heureusement, je ne suis pas du tout en train de dire que tous les magistrats sont racistes. C'est pas du tout ça. Je pense que c'est simplement qu'il
il y a effectivement, et on le voit sur plein de niveaux, il y a des difficultés de compréhension, par exemple, du quotidien d'un jeune homme qui peut expliquer, ou d'une jeune femme qui peut expliquer subir du racisme au quotidien. Ça, c'est un peu nié dans l'idée de certains juges. Du quotidien, et c'est pour ça que je parle aussi des cités, parce que on voit que, par exemple, les juges vont s'agacer quand on a un jeune homme qui va dire « Vas-y, je te mentirai pas, madame, etc. » Alors que c'est leur façon de parler, tout simplement. C'est-à-dire que et ça, c'est quelque chose qui n'est pas entendable pour un certain nombre de juges. Donc c'est très compliqué, parce que nous, on va peut-être essayer en stratégie de défense, d'essayer de lisser un maximum pour que au moins le discours de la personne qui doit pouvoir s'exprimer soit entendable. Et du coup, de quelle manière vous lissez ? C'est-à-dire que quand on prépare à une audience, on reprend un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on reprend comment on va expliquer les choses, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est vrai, c'est que la polysémie des mots, elle a un sens très particulier en matière de justice, dont la plupart des gens ne feraient pas forcément attention dans le quotidien. C'est-à-dire que je crois que sur une audience assez récemment, j'avais un de mes clients qui avait dit non, c'était un geste amical, puis en fait c'était pour s'amuser. On est venu m'expliquer qu'il était en pleine contradiction avec lui-même et que ça voulait dire qu'il mentait, et que donc du coup forcément il mentait sur tout le reste. Alors que voilà, on est quand même sur une espèce de ressenti où on a parfois, c'est devant un juge d'instruction, on va traduire confidence alors que ça va être aveu. Ça n'a pas le même sens en matière judiciaire. Alors déjà, la notion d'interprétariat, surtout quand on est très à cheval sur la polysémie, ça a un impact. Ça fatigue le juge. Ça fatigue le juge parce que ça prend plus de temps, etc. Donc c'est aussi un handicap d'entrée de jeu. Ça, on le sait aussi. Mais tout comme on sait que nos clients, s'ils ne parlent pas suffisamment fort et que la voix ne porte pas, c'est aussi un handicap, parce que le juge, il ne va pas tendre l'oreille pendant 3 heures. Donc tous ces petits éléments-là, nous, on essaye de les travailler avec nos clients en amont, essayer de recadrer le jugement, essayer de trouver des mots justes pour vraiment que le juge puisse comprendre quelle est l'idée qu'on veut faire passer. Donc ça, voilà ce qu'on fait comme travail avec les gens, mais c'est compliqué de lutter contre une idée systémique. Hein. Je crois que ça sonne la fin de mon intervention. Je pense que c'est le déluge. Donc merci beaucoup pour votre éclairage et votre expertise. Je pense que ça a bien intéressé tout le monde. Merci beaucoup. On va maintenant conclure cette conférence. Globalement, ce qu'on peut retenir de tout ce que nos collègues vous ont dit, c'est que les jugements sont influencés par de nombreux facteurs. Ça peut se jouer de façon individuelle ou plutôt groupale, et surtout dans de nombreux contextes. Beaucoup de biais qu'on a vus dans cette conférence sont en fait pas du tout spécifiques à la justice, donc comme la soumission à l'autorité, les biais dans le rappel de souvenirs, l'influence groupale, etc. Ces biais de jugement, ils ont été reconnus par la psychologie sociale comme étant propres à des comportements généraux en société. Et comme les jugements sont automatiques, en fait, on est tous et toutes susceptibles d'avoir des biais de jugement. Et justement, la justice a essayé et essaye encore de se distancer de ces biais en s'appuyant notamment sur l'intelligence artificielle pour aider à la prise de décision lors de procès. En fait, des logiciels sont créés pour aider donc à cette prise de décision. Et basés sur des algorithmes, ils vont offrir une réponse automatique à partir du traitement, à partir de données qu'on indique à propos d'une affaire. En fait, on voit que même là, même dans ce cas, on retrouve des biais parce que ces algorithmes sont basés sur le traitement d'un grand nombre d'affaires qui ont déjà eu lieu et qui sont donc potentiellement déjà biaisées. Et donc, il paraît important de dire que même la place de la nouvelle technologie n'est pas aussi simple que ça. Il est toujours important de la questionner et de continuer à analyser ces biais qui peuvent se retrouver dans l'intelligence artificielle, alors même qu'à la base, ils sont inhérents à l'être humain. Voilà, donc tout ça pour dire que le message qu'on souhaitait transmettre au travers de ce forum, ce n'est pas en soi que le système judiciaire est mauvais. Loin de là. On fait tous des biais, c'est normal, et le tout, c'est vraiment d'en prendre conscience et de les limiter si possible. Voilà. On a précisé aussi au début de cette conférence qu'on s'est penché sur un aspect institutionnel de la justice. Bien évidemment, il y a un aspect un peu plus moral. On a tous plus ou moins cette volonté de croire qu'on va mériter ce qui va nous arriver tôt ou tard,
par exemple, s'il y a des individus qui font des actes répréhensibles, qui seront punis, voilà. On a été content de vous faire découvrir la psychologie sociale et aussi de vous montrer son utilité à travers plein d'exemples concrets. Donc la psychologie sociale, voilà, pour faire un bref résumé, ça permet d'analyser et d'identifier plein de processus, que ce soit au niveau du jugement, des décisions, des comportements. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle accentue vraiment l'importance du contexte sur les individus et sur leur environnement, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous influencer dans ce qui nous entoure. Et voilà, le fait d'identifier tous ces éléments, ça nous permet de mettre en place des actions concrètes pour justement agir, limiter et réduire au maximum les erreurs quand c'est possible. Voilà. On voulait clore cette conférence, bien sûr, par des remerciements. Déjà, on vous remercie, vous, d'être venus si nombreux et nombreuses, d'avoir participé à nos petites expérimentations, de nous avoir écoutés globalement. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous voyez maintenant un peu plus ce à quoi la psychologie sociale peut s'intéresser. Donc, merci. On remercie également, encore une fois, Maître Ophélie Berrier pour son intervention qui était très intéressante. On remercie CapScience et son personnel qui nous permet de faire ce forum ici et de rester si tard. L'association de psychologie sociale SOPSI et la FSDIE qui ont rendu possible ce forum ce soir. Voilà, merci à eux. Et on souhaite terminer nos remerciements par, bien sûr, donc, un grand merci à l'équipe pédagogique globalement du Master Psychologie Sociale à Bordeaux pour nous avoir suivis pendant ces 2 années de master. Et plus spécifiquement, on remercie Madame Folenfant et Madame Fellono pour l'aide que vous nous avez apportée pour la mise en place de tout ce forum. Si vous voulez nous rejoindre sur scène, vous pouvez. Je vous en prie. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, mais je pense que ceux qu'il faut applaudir ce soir, c'est toute la promo qui nous ont fait cette super présentation. Alors en général, on ne monte pas sur scène avec eux après, parce que c'est leur moment. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier pour nous, puisque pour Madame Fellono, c'est son dernier forum, puisqu'elle part en retraite cette année. Donc voilà, Madame Fellono, elle a quand même mis en place beaucoup de choses dans ce forum, elle l'a fait beaucoup évoluer. Si on est aussi ce soir à CapScience, c'est en partie grâce à elle. Donc voilà, donc c'est un moment un petit peu particulier, en plus d'être le forum, c'est voilà, un moment particulier, en particulier pour vous, pour toi. Merci bien, oui. Alors, ce que je peux dire, c'est quand même, effectivement, je pars en retraite, donc je suis libérée des activités pédagogiques, voilà, et telle la Reine des Neiges, libérée, machin. Bon, bref, cela dit, je reviendrai pour si je suis sur Bordeaux, et je pense que j'y serai de temps en temps quand même, je reviendrai absolument pour les prochains forums. Alors moi, je voulais vous remercier aussi. Oh là là. Je voulais vous remercier vraiment la promo. Ça n'a pas été facile. Il faut savoir. Moi, je rappelle au public que vous êtes une génération sacrifiée. Ça fait 3 ans que les conditions pédagogiques sont dégradées à l'université, parce qu'il faut savoir que nous, à Bordeaux, avant les 2 ans de pandémie, nous avons eu 1 an de blocage et d'arrêt de cours. Donc, ils ont eu beaucoup de mérite. Alors, bravo, et moi, j'ai trouvé que vous répondiez très bien aux questions. Félicitations à vous. Madame Folenfant, vous nous avez un peu enlevé les mots de la bouche, mais on voulait s'attarder un peu plus quand même sur ces remerciements. D'abord à vous, donc, Madame Folenfant, de nous avoir suivis pendant ces 2 années de master, de votre bienveillance, de l'aide que vous nous avez apportée à chaque fois qu'on en avait besoin. Et puis du coup, vous, Madame Fellono, merci d'avoir mis en place aussi ce forum et de nous avoir placé toute cette confiance en nous. Et je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire qu'on est très fiers d'avoir fait ce forum aujourd'hui. Donc vraiment, merci de nous avoir laissé la chance de réaliser tout ça. Voilà, merci beaucoup encore à tout le monde. Vous pouvez rester un peu après, on va rester dans le coin. Donc si vous voulez discuter encore avec nous, on est là. Merci beaucoup.